Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le scrutin présidentiel d'octobre approche à grands pas. Henriette Lagou, Adjoua, candidate en pleine campagne électorale, reviendra sur le bilan du processus de réconciliation nationale mis en place par le président sortant et candidat Alassane Ouattara. Non-arrestation du président soudanais Omar El-Béchir, les engagements juridiques internationaux de l'Afrique du Sud font face à une situation complexe. Le pays avait refusé en juin 2015 d'arrêter le chef d'État accusé de crimes de guerre alors qu'il était sur son territoire sous le coup d'un mandat d'arrêt. En République démocratique du Congo, l'exécutif va serrer la ceinture. Le gouvernement a annoncé une réduction nécessaire de 30% des frais de fonctionnement des institutions dans le budget 2016. Causes et conséquences décryptées dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, enquête sur le putsch du régiment de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré a été inculpé pour attentat à la sûreté de l'État. Ce mardi, il a été entendu par un juge d'instruction. Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du président Blaise Compaoré, est comme lui poursuivi pour 11 chefs d'accusation. Ces derniers sont entre autres accusés de collusion avec des forces étrangères pour déstabiliser la sécurité intérieure. Henriette Lagou Adjoua estime que des progrès restent à faire dans le domaine de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La candidate à l'élection présidentielle du 25 octobre tire un bilan plutôt mitigé des actions mises en place par les autorités. Il est donc nécessaire de mettre en place d'autres actions afin de véritablement pacifier le pays. Les précisions à Didalat Mirabel-Bissou. La réconciliation nationale, un facteur déterminant pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Depuis son accession au pouvoir en 2010, le président Alassane Ouattara multiplie les actions pour unir les Ivoiriens. Plusieurs commissions ont été mises en place, notamment la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, CONARIV. Créée le 24 mars 2015, elle a pour objectif de parachever les travaux de la Commission Dialogue Vérité Réconciliation, CDVR, créée le 13 juillet 2011. Depuis son lancement en août 2015, la CONARIV travaille à la vérification et à la consolidation des nombreuses listes de victimes. La commission travaille aussi en étroite collaboration avec le Programme national de cohésion sociale, PNCS, chargé d'ordonner l'exécution de l'indemnisation des victimes. Le premier acte fort en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de réconcilier les Ivoiriens pour qu'il y ait moins de suspicion et qu'en fin de compte, Ivoiriens, non-ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et toute cette population soit en cohésion. Il y a plusieurs éléments à la réconciliation. Nous avons le retour des exilés, nous avons la libération des prisonniers politiques et puis nous avons le vivre ensemble que les Ivoiriens qu'on doit sentir de façon concrète dans la vie de la population. Depuis le lancement du processus d'indemnisation le 4 août 2015, le Programme national de cohésion sociale a donné réparation à 1175 personnes sur 4500 concernées. Le gouvernement a mis sur pied un fonds global de 15 millions d'euros pour les familles. Le 1er octobre 2015, les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont pris d'assaut les rues pour réclamer leur indemnisation. Entre autres raisons évoquées par les manifestants, la question de la scolarisation des enfants et la sécurité sociale. Même si l'indemnisation, une grande première en Côte d'Ivoire, constitue un pas vers la réconciliation, Henriette Lagou, candidate à la présidentielle, estime que d'autres défis restent à relever. Nous avons mis comme priorité un village, une école. Il faut couvrir toute la Côte d'Ivoire. Nous avons 8000 villages. Il faut qu'il y ait des écoles partout, ce qui n'est pas le cas. Nous avons comme projet un village, un dispensaire, pour qu'on puisse soigner la population depuis le village, depuis le monde rural. Nous avons la couverture santé. Et donc, c'est des questions qui sont prioritaires en Afrique. Même si les chiffres montrent que le mandat du président Alassane Ouattara est un succès économique, certains observateurs estiment que beaucoup reste à faire pour une Côte d'Ivoire en paix et unie dans sa diversité sociale et culturelle. Le 25 octobre 2015, les Ivoiriens iront choisir le candidat qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Et ajoutons qu'un des candidats s'est retiré pour l'heure de la course à la présidentielle ivoirienne. Ce mardi, Essi Amara, ancien ministre des Affaires étrangères et figure du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a annoncé sur les réseaux sociaux la suspension de sa participation et a dénoncé l'actuel processus électoral.
Justice internationale en Afrique du Sud. Le gouvernement a demandé un délai à la Cour pénale internationale pour s'expliquer dans l'affaire du président soudanais Omar el-Béchir. Le point sur les engagements juridiques internationaux sud-africains dans ce sujet de la rédaction. Le mandat d'arrêt émis contre le président soudanais Omar el-Béchir continue de faire débat. Pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas arrêté le président soudanais alors qu'il se trouvait sur son territoire? La question polarise en tout cas le débat au sein de la justice pénale internationale. La CPI, Cour pénale internationale, avait donné au gouvernement sud-africain jusqu'à ce lundi 5 octobre à minuit pour répondre à cette question. Invoquant la complexité du droit international et national et souhaitant peaufiner ses arguments, le gouvernement sud-africain a préféré demander un délai supplémentaire afin d'expliquer pourquoi il n'a pas fait arrêter le président soudanais. En réalité, il y a une complexité sur le plan du droit international. L'Afrique du Sud a des accords qui le lient à la CPI, mais l'Afrique du Sud a aussi des accords qui le lient à l'Union africaine. Il s'agit des accords diplomatiques. Et donc, à partir de ce moment-là, la question, c'est de savoir effectivement, lorsqu'il y a conflit entre ces deux accords ou ces désengagements, lequel éventuellement devra avoir primauté. De toutes les façons, l'un des accords devra éventuellement être relégué au second plan. Lors de la visite en Afrique du Sud du président soudanais Omar el-Béchir en juin 2015, un tribunal de Pretoria lui avait interdit de quitter le territoire dans l'attente d'un jugement définitif. Le gouvernement sud-africain n'avait pas tenu compte de cet ordre et l'avait laissé reprendre son avion. Une décision qui, depuis, a provoqué de vives tensions entre le pouvoir exécutif et judiciaire du pays. L'affaire est aussi complexe parce que le gouvernement sud-africain a des problèmes avec les juridictions internes qui lui ont posé la question là-dessus et pour lequel éventuellement il y a un contentieux. Là encore une fois, on peut, pensant qu'il s'agit éventuellement, puisqu'il s'agit d'un pays africain, que c'est l'état de droit qui est en danger, mais je pense qu'il faut vraiment relativiser les choses. Je ne pense pas pour ma part que l'état de droit soit vraiment en danger en Afrique du Sud. Peut-on arrêter un chef d'État qui participe à un sommet de l'Union africaine et qui bénéficie d'une immunité? L'interrogation reste pour l'heure en suspens. L'Afrique du Sud va en attendant saisir le Conseil politique de la CPI pour clarifier les règles concernant l'immunité des chefs d'État qui ne sont pas membres de l'institution. Le sujet pourrait être abordé lors de la prochaine réunion de la Cour en novembre 2015 à La Haye. Baisse des dépenses publiques en République démocratique du Congo. Le gouvernement a décidé de réduire le train de vie des institutions. Une décision justifiée par la baisse du prix des matières premières et notamment le cuivre, la principale source de revenus du pays. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka, correspondant à Kinshasa. 30% de réduction des trains de vie des institutions en République démocratique du Congo, c'est la décision prise par le gouvernement Matata Ponyo, une mesure justifiée par la baisse des prix des matières premières, principalement le cuivre. Le prix du principal produit d'exportation du pays est passé de $7 000 à moins de 5 000 la tonne. Dans la situation actuelle, les observateurs fustigent la gestion des finances de certaines institutions. L'institution président de la République était déjà dans un dépassement de plus ou moins 135 millions de dollars par rapport à ce que le budget lui avait prévu en termes d'exécution. Vous prenez du côté de la primature, il était dans un dépassement de l'ordre de plus de 30 millions et quelques de dollars. Et moi je me dis, est-ce qu'il était important de décider de revoir le train de vie des institutions ou de prôner l'orthodoxie financière dans la gestion des finances publiques? Le projet du budget 2016 soumis à l'Assemblée nationale le jeudi 1er septembre est évalué à environ 8 milliards de dollars, soit une réduction d'environ 1 milliard comparée à l'exercice 2015. Une baisse de plus de 10% qui ne manquera pas d'affecter certains secteurs de la vie socio-économique. Nous avons devant nous des problèmes d'ordre sécuritaire. Et ça posera problème certainement parce qu'il faut prendre en charge tous ces problèmes-là. Le problème des routes, surtout le problème des routes des dessertes agricoles, là où il y a la route, c'est là que se termine la sécurité, c'est là que le développement arrive. Si on ne sait pas prendre en charge de telles questions, vous voyez en 2015, vous voyez très bien qu'en 2016, ça aura plus de problèmes. L'économie de la RDC, comme plusieurs autres pays africains, dépend fortement des matières premières. Diversifier l'économie est une solution qui permettra au pays de garder l'équilibre face à la volatilité des prix des matières premières.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.